recommencer à augmenter en 2010-2011, parce qu'on ne peut pas laisser continuer l'inflation. Il y a des risques quand même. Bernanke en est complètement conscient. Il y aura ces problèmes. C'est ça l'idée. Ça, c'est le couvert du magazine. It's called Housing Wire. Donc c'est le premier magazine sur le marché immobilier. Et ça, c'est la couverture de ce mot. The Option Arm Hitch. Hitch, c'est un film de Will Smith. Hitch, ouais. Mais c'est pas dans le sens humoriste du terme. Donc c'est pas vraiment comique. C'est autre chose. Donc voilà. Ça vous donne une petite idée. Alors, on laisse ça en suspens. Et on va passer plutôt... Oui, c'est toujours un peu dans le sujet. Mais si on veut recadrer tout ça, on va dire que, encore une fois, reprise ou reprise, c'est une question. Ce n'est pas, si on connaissait la réponse, on aurait écrit la reprise, ou la reprise, ça aurait répondu plus. Alors nous, on a quand même pris le postulat qu'il allait y avoir la reprise, en fait, qui était annoncée. Même s'il y avait cette reprise, il y avait quand même des dangers, parce que tout le monde pensait qu'une fois qu'il y avait la reprise, c'était fini. Malheureusement, il n'y a pas eu de reprise. Alors là, on voit quand même qu'il y a une volonté un peu plus que l'année dernière, bizarrement. Parce que l'année dernière, on a vu très rapidement le système financier est reparti. Et on s'attendait à ce que l'économie réelle reparte. C'est ça qu'on attendait maintenant. L'économie financière est repartie, l'économie réelle doit repartir. Et on voit que l'économie réelle ne repart pas. Et comme elle ne repart pas, ça réannonce pas en fait qu'il y a encore cette déconnexion entre la sphère financière et la sphère réelle. Qu'on est dans un monde où la sphère financière fait 3 fois plus de taux de croissance que la sphère réelle, finalement. Et c'est ça, je pense, qui a créé une espèce d'alarme dans la tête d'Obama, qui veut réformer maintenant le système bancaire, ou de Nicolas Sarkozy avec Londres, etc. Parce que tout le monde, peut-être que là, les gens du G20 se sont dit, l'année dernière, ils se sont donné rendez-vous, ils n'ont pas fait grand-chose, et là, ils se rendent compte, en fait, qu'ils viennent d'injecter 1000 milliards de dollars dans un système qui fonctionne toujours sur les mêmes règles, c'est les siennes, quoi. Un système qui est complètement déconnecté de la sphère réelle. Et ils se disent peut-être que là, on a peut-être injecté, en fait, finalement, de l'essence dans une voiture sans frein, qu'il faut absolument y mettre des freins maintenant. Et c'est pour ça que je pense que là, la réflexion, depuis cette reprise qui n'a pas eu lieu et qui va avoir lieu, la réflexion d'une réforme du marché, du système financier, s'est mise en place. Alors nous, on espère que ça va continuer, hein, on espère que ça va continuer. Mais même si ça continue, même si ça se passe bien, eh bien, il y a quand même des dangers si c'est une reprise. C'est ces deux dangers qu'on annonce. Moi, de mon côté, je peux ajouter, le régulateur a enfin compris que c'était un mythe l'autorégulation, que les marchés ne pouvaient pas s'autoréguler eux-mêmes. Le marché des CDS, des CDS sur CDO qui ont fait défaut, CDS, les credit default swaps, tout ça, alors que c'est un marché irrégulier. En nominal, c'est 60 billions de dollars, soit 3 fois le PIB mondial. C'est aussi énorme que ça, en nominal. Et aucune régulation, personne. C'est des gens, c'est des banques simplement qui se parlent les unes aux autres pour pouvoir conclure un contrat. Et aucune régulation dessus. Et le G20 a décidé de faire quelque chose. Et pourtant, ce n'est pas suffisant. Les décisions du G20, c'était des décisions à minima. Et on l'a réalisé. C'est justement cette voiture qu'on a remplie d'essence, une voiture sans frein. Ce que chaque pays essaie de faire maintenant, c'est mettre sa couche, his layer. Donc la France, par exemple, 50% sur les bonus. Londres aussi. La France essaie d'enquêter un peu plus les banques, c'est déjà fait. La France est plutôt en sécurité. Londres a carrément nationalisé des banques. Si vous avez suivi la semaine dernière ce qui s'est passé aux États-Unis, la taxe Obama, qui va être proposée au Congrès, et la loi Volcker. La loi Volcker qui veut réintroduire l'Astigal. L'Astigal qui divisait entre la banque d'investissement et la banque de dépôt. Ils veulent refaire cette division. Ils veulent démembrer ces grandes banques comme Goldman Sachs, Bank of America. Ils ne veulent plus que ça fonctionne de la même façon. Et ça fait trembler les banques. Ça leur fait peur. Parce que ça changerait les règles du jeu. Tout changerait pour eux. Et si on se demande, s'il y a quelques économistes qui disent que oui, la régulation est en train d'étouffer la reprise, je pense que ce n'est pas notre avis en tout cas. On est là pour dire non. On est là pour dire que si on pense que c'est les banques qui pourraient reprendre l'économie, la relever, elles l'auraient déjà fait. Elles ne peuvent pas le faire. Et on dit ça sans force politique. C'est sans pensée politique qui nous pousse ça. Souvent. Du tout. Donc, on fait juste un constat. Un docteur, il soigne, un docteur en économie, il soigne l'économie. Voilà. Un médecin, comme ce soit, tu ne dis pas non, je ne te soigne pas l'oreille. Quand on est de droite, on ne soigne pas l'oreille. Non, il n'y a rien de politique derrière. C'est un constat d'économiste. Et donc, au final, les banques ne sont pas celles qui répondent au système. Le système souffre d'un mal
bien plus profond. On a un peu aujourd'hui les éléments d'une tempête parfaite. Si on regarde, il y a le chrono bancaire, le chrono commercial, le commerce international ne repart pas. On a le chrono monétaire, l'inflation qui s'annonce, parce qu'il y a eu cette diminution des taux très très forte. Et donc, on a l'impression qu'en 2001, on est passé vraiment à côté de quelque chose de très grand. En 2001, une catastrophe s'annonçait, et grâce à un homme, on l'a évité. Vous connaissez sans doute Greenspan, Alan Greenspan, le prédécesseur de Bernanke. Ce que Greenspan avait fait, c'est baisser les taux d'une manière drastique pour éviter la crise qui s'annonçait en 2001. Et cet homme-là, c'est l'ennemi numéro 1 de Greenspan. Cet homme-là, c'est Greenspan se levait le matin et il voyait cet homme-là. Il se disait, je vais éviter ces prédictions. Cet homme-là, c'est le Nostradamus de l'économie. Il s'appelle Kondratiev. Non, pas Nostradamus, Kondratiev. Il a des lunettes... c'est un peu le premier martyr de l'économie. Il était en URSS, un grand économiste, très respecté, il faisait ses travaux, et puis un jour il fait des séries temporelles. Et il montre à Staline, regardez monsieur, camarade, qu'il y a une augmentation depuis 1800. Voilà. Il y a des cycles qui commencent en 1800 jusqu'en 2000. Des cycles, carrément. On voit qu'il y a des périodes où c'est plus faible, des périodes où c'est plus fort, dans l'économie capitaliste. Kondratiev a prouvé que l'économie capitaliste avait le pouvoir de se relever. Staline n'a pas très bien compris, il a dit non, le système capitaliste est censé s'effondrer, une fois pour toutes. Et c'est bien pour ça que le premier martyr de l'économie, M. Kondratiev, a fini en goulag. Et Kondratiev est mort en goulag, à cause de ses théories économiques. C'est le premier martyr de l'économie. Et le dernier, il n'y a pas eu quelqu'un d'autre. Keynes on n'a pas touché à Keynes. Et finalement, ce qu'a essayé de faire M. Greenspan, c'est éviter ça. C'est éviter cet hiver qui s'annonçait après 2000. Parce que, selon toutes les séries temporelles, on devait avoir une chute catastrophique après 2000. M. Greenspan, qui est notre suspect numéro 1, que j'entoure en rouge, bien grand, juste à côté de Bernanke, dépressif, qui a des maux de tête justement à cause de ce qu'a fait son prédécesseur, cet homme-là a baissé tellement les taux qu'il a mis tellement de liquidités dans le système, qu'on a eu tellement de problèmes, et une facilité de crédit si grande qu'il nous a menés directement vers les subprimes. Et aujourd'hui, on se demande, est-ce que ce n'est pas le même scénario qui se répète, avec ces taux d'intérêt aussi bas? Donc, un autre sondage, un dernier. Maintenant que vous avez dit tout ça, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez encore, ceux qui ont dit racine carrée, que ce serait toujours la racine carrée, ceux que vous disiez que ce serait... Non. Alors, qui croit à la reprise en haut? Ça ne nous vexe pas si vous y croyez pas. Bon, on a deux personnes. On va les laisser vraiment seules. On va lever la main, mon frère. Là. Qui croit aux options ARM, au danger des options ARM, réellement? Alt A, option ARM. Non, donc après ce lavage de cerveau, ce qu'on aimerait dire, ça c'est la dernière image. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin. On sait très bien que tout ce qu'on a à dire finalement, c'est, encore une fois, c'est une question reprise, on n'a pas la réponse. Pour la simple raison que on n'est pas des physiciens. Les économistes ne sont pas des physiciens, ils ne seront jamais des mythes. L'économie, ce qu'on pourrait la reprocher le plus, la science de laquelle on pourrait la reprocher le plus, comme le dit Jacob Marchak, c'est de la séismologie. La séismologie s'améliore dans 3 cas. Quand ils ont des outils plus performants, quand ils ont des théories plus élaborées, ou quand il y a de grands séismes. C'est là que la séismologie évolue et ils trouvent de nouvelles choses. Même chose pour l'économie, mais on bénéficie surtout des grands séismes. C'est ce qui nous... c'est une réalité. C'est ce qui nous aide à apprendre le plus. Vu que les théories précédaient la crise, la preuve qu'elles ne sont pas bonnes, c'est qu'il y a eu la crise et qu'on n'a pas pu la prévoir. Un physicien, si vous lancez un boulet de canon, peut vous dire dans combien de mètres il va atterrir. Pas trop long. Un économiste, si vous injectez 1000 milliards de dollars dans l'économie, ne peut pas vous dire que dans 5 ans, si on est en 2020, il y aura une autre crise. On n'a pas ce pouvoir. Tout simple. C'est plus compliqué. Il y a beaucoup trop d'interactions. Prenez une table de billard, mettez 8 boules, un physicien peut vous dire après 3 coups où seront les boules.
où